Et on s'arrête sur ce risque d'escalade militaire dans la région avec vous, Leonardo Alfonso Villalon. Bonsoir à vous, vous êtes professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Floride. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, peut-être une réaction à la sortie de la chef de la diplomatie française. La perspective qu'il faille en venir à d'autres moyens doit être prise très au sérieux. Et en effet, l'option militaire se rapproche. L'option militaire se rapproche effectivement et jusqu'à maintenant, on comptait vraiment les heures, je crois. Mais écoutez, je crois que ça reste à confirmer. D'après les informations que je viens de voir dans la presse du nigériane, il semble que le Sénat du Nigeria a refusé au président Tinubu d'autoriser une intervention militaire, la participation des troupes nigérianes dans cette intervention. Donc je crois que les choses sont en train de basculer à la dernière heure et aux dernières minutes. On ne sait pas très bien. Comme je dis, ça reste à confirmer. Mais pourtant, l'armée nigériane serait en première ligne si l'intervention était concrétisée. Absolument, absolument. C'est l'armée nigériane du Nigeria qui serait en première ligne et qui serait vraiment le chef de file de toute intervention militaire au Niger. Donc c'est pour ça, en fait, effectivement, que c'était, je crois, qu'un grand débat à l'intérieur du Nigeria. Et voilà, on est en train, comme je dis, ce sont des informations que je viens de voir. Je viens de recevoir une communiqué des gouverneurs des 7 États du Nord Nigeria qui font frontière avec le Niger, en expliquant aussi qu'ils dénonçaient le coup d'État au Niger, mais qu'ils refusaient d'autoriser une intervention militaire. Bon, en tout cas, les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis hier et leur réunion a abouti sur un plan très concret pour intervenir dans le cas où l'ultimatum touchait à sa fin. À ce jour, seul le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont dit prêts à envoyer des soldats. Quelle serait donc leur force de frappe s'ils intervenaient ? Oui, donc effectivement, il ne faut pas exclure que ça va quand même continuer. C'est très difficile. Je crois qu'on est dans une situation inédite. On ne connaît pas, en fait, ce type d'intervention. On a la possibilité d'une guerre ouverte en Afrique de l'Ouest, avec effectivement le Nigeria en première ligne, mais avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin peut-être éventuellement. Il faut s'attendre quand même que l'armée du Niger va répondre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que s'ils vont garder l'unité autour de putschistes ou s'il y aura quand même une fissure à l'intérieur de forces militaires du Niger. C'est vraiment une situation très floue et pour l'instant, on ne sait même pas si ça va avoir lieu ou non. C'est une situation très floue et pour cause de ce risque d'une confrontation militaire entre les pays d'Afrique de l'Ouest, il est inédit. Inédite. En fait, on a eu quand même une petite intervention, si vous voulez, en Gambie il y a quelques années pour faire reconnaître les résultats d'une élection que le président sortant ne voulait pas reconnaître, mais c'était quand même un cas assez spécial. Le Gambie, c'est tout petit pays et l'armée gambienne n'a pas forcément soutenu. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas vu une telle situation en Afrique de l'Ouest. Oui, et puis là, il y a un front qui se dessine entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. C'est ça aussi qui fait. Absolument. Nous avons vu que les autorités militaires du Burkina Faso et du Mali ont déclaré qu'une attaque contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre leur pays aussi. Et donc, ça fait vraiment la possibilité d'un bloc. Je crois que il faut avoir être un peu prudent. Les capacités du Mali ou du Burkina d'effectivement intervenir militairement en ce moment avec le problème qu'ils ont déjà chez eux, c'est sans doute limité. Mais on pourrait voir quand même un bloc, c'est-à-dire des deux blocs très importants en Afrique de l'Ouest, très divisés. Et justement, quelles sont-elles ces possibilités militaires pour le bloc putschiste ? Combien de temps pourrait-il tenir ? Écoutez, ça, vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas à quoi ça peut ressembler une intervention militaire. Est-ce que ça serait une intervention dite chirurgicale? On va essayer tout simplement de sauver le président Bazoum et de le restaurer avec évidemment des grands risques sur sa sécurité personnelle? Ou est-ce que ça serait une espèce d'invasion d'essayer d'occuper le pays?
On ne sait pas très bien les détails de ce plan qui a été décidé depuis hier par les chefs d'état-major de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas connus pour l'instant. Donc, on ne sait pas très bien à quoi ça va ressembler. Mais quels sont les risques justement d'une telle intervention pour les civils, mais aussi pour le reste de la région du Sahel, qui, je le rappelle, est aussi minée par le djihadisme et d'autres problématiques sécuritaires très importantes? Tout à fait. Il y a certainement des risques à tous les niveaux. Le risque, je crois que c'est avec raison que certains disent que les djihadistes sont très contents de voir cette situation, puisque sans doute c'est dans ce chaos, c'est dans l'instabilité qu'ils peuvent profiter pour avancer leur cause. Donc je crois qu'on a des risques forts de voir le Niger, qui avait quand même fait un certain progrès et avait entamé un processus avec le président Bazoum un peu différent des autres pour essayer de faire face à ces problèmes de djihadisme. Je crois qu'on risque de voir vraiment un recul avec ça. Mais on risque aussi de voir quand même à l'intérieur du Niger, on ne connaît pas très bien la division du pays entre les gens qui supportent, qui sont en faveur du putsch et ceux qui soutiennent quand même toujours une restauration de la démocratie. Est-ce qu'on peut avoir des violences internes au pays? Est-ce qu'on risque une guerre civile, si vous voulez? En fait, je crois que tous les risques sont là, on ne sait pas. Oui, on connaît mal effectivement l'état de l'opinion nigérienne. On sait que la capitale Niamey n'est pas forcément représentative du reste de l'opinion, mais justement, est-ce qu'il y a un enjeu démocratique derrière? Est-ce qu'il en va de l'avenir démocratique de la région, comme le dit le Quai d'Orsay? Est-ce qu'il y a une crise de la démocratie en ce moment dans la région ouest-africaine, plus généralement, si on prend un peu de recul? Tout à fait, tout à fait. Non, effectivement, c'est encore un risque énorme sur la démocratie. Et je crois que c'est effectivement exactement ça ce qui motive le président Tinubu au Nigeria et certains autres d'insister qu'ils ne veulent pas, ils peuvent pas et ils n'accepteront jamais ce coup d'État, parce que ça semble un peu, dans un sens, un coup d'État de trop dans la sous-région après les autres. Surtout parce que c'est un coup d'État qui n'a pas été provoqué ni par une crise politique institutionnelle comme les coups d'État précédents au Niger, ni par des mouvements d'instabilité sociale, des mouvements sociaux comme on a vu au Mali, par exemple, il y a deux ans. Donc, c'est-à-dire que c'est un coup d'État qui semble avoir venu vraiment des raisons purement personnelles, qui a renversé un régime élu, avec bien sûr des questions sur l'élection elle-même, mais quand même un régime élu qui était déjà sur place depuis 2 ans et qui semblait faire quand même un certain progrès pour l'institutionnalisation de la démocratie au Niger. Le coup d'État de trop, c'est effectivement ce qu'a dénoncé Paris aujourd'hui à propos de ce putsch au Niger. Merci beaucoup à vous, Leonardo Alfonso Villalon, professeur de sciences politiques.